Merci de choisir NAL TV International. Mesdames et messieurs, le Moyen-Orient demeure au cœur des grands enjeux internationaux entre efforts diplomatiques, défis sécuritaires, transformation économique et évolution géopolitique. La région du Moyen-Orient continue d'attirer l'attention du monde entier. Et dans cette nouvelle édition de notre programme Les coulisses du Moyen-Orient, on va faire un tour d'horizon complet de l'actualité de cette région du Moyen-Orient. Restez donc en notre compagnie. La mosquée Al-Aqsa, située dans la vieille ville de Jérusalem, est l'un des lieux les plus sacrés de l'islam. Elle constitue le troisième lieu saint après la mosquée Al-Haram à la Mecque et la mosquée du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, à Médine. Selon la tradition islamique, c'est de ce lieu que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, entreprit le voyage nocturne Al-Isra ou Al-Mi'raj, ce qui lui confère une immense valeur spirituelle. Sur le plan historique, le complexe de la mosquée Al-Aqsa est un symbole du patrimoine religieux et culturel de Jérusalem. Au fil des siècles, il a connu plusieurs périodes de construction, de restauration et de transformation sous les dynasties omeyyades, abbassides, ayyoubides et ottomanes. Il représente aujourd'hui un témoignage exceptionnel de l'histoire de la civilisation islamique. Au-delà de sa dimension religieuse, Al-Aqsa occupe une place centrale dans le conflit israélo-palestinien. Son statut est au cœur de nombreuses tensions politiques et diplomatiques. Les questions relatives à l'accès au site, à son administration et à sa protection suscitent régulièrement des réactions de la communauté internationale et des organisations régionales qui appellent au respect du statu quo et à la préservation de ce patrimoine religieux. Ainsi, la mosquée Al-Aqsa demeure un symbole majeur de foi, d'histoire et d'identité. Son importance dépasse le cadre religieux pour devenir un enjeu culturel, politique et diplomatique d'envergure internationale, faisant de sa préservation une priorité pour de nombreux acteurs à travers le monde. Voilà, de retour donc sur le plateau pour entamer nos nouvelles, les nouvelles qui ont marqué ces dernières 24 heures dans la région du Moyen-Orient. On commence par l'Iran. Le président iranien Masoud Pezeshkian a défendu dans une interview accordée à la télévision iranienne la politique de son gouvernement face aux conservateurs iraniens opposés aux négociations avec les États-Unis. Il a affirmé que la plupart des hauts responsables militaires iraniens étaient favorables à la tenue de discussions en vue de parvenir à un accord permettant de mettre fin au combat. Masoud Pezeshkian a également assuré que les Iraniens resteraient plus forts et plus puissants face à toutes les conspirations. Dans ce contexte, un haut responsable iranien a posé samedi des conditions drastiques à remplir par les États-Unis avant tout déblocage du détroit d'Ormuz, douchant les espoirs de réouverture de ce passage stratégique au cœur de la guerre au Moyen-Orient. Les déclarations du secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, Mohammad Bakr Zolghadr, tranchent avec les progrès annoncés ces derniers jours dans les discussions entre l'Iran et Oman concernant la future gestion du détroit. Parmi ces mesures, l'Iran exige notamment de Washington qu'il mette fin définitivement à la guerre et à l'agression contre lui et ses alliés et lève le blocus imposé à ses ports. Les Émirats arabes unis ont annoncé samedi qu'un pétrolier de la compagnie nationale émirati ADNOC a été pris pour cible dans le détroit d'Ormuz sans faire de victimes, imputant l'attaque à l'Iran. ADNOC avait affirmé vendredi que 15 de ses bateaux avaient été pris pour cible dans le détroit depuis le début de la guerre fin février, dont 3 sur cette seule semaine.
L'Égypte a condamné fermement l'attaque au missile contre un pétrolier appartenant à la compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi, ADNOC, alors qu'il traversait le détroit d'Ormuz. L'Égypte a considéré cette attaque comme une grave menace pour la sécurité de la navigation maritime et la liberté du commerce dans l'un des principaux passages maritimes internationaux. Elle a réaffirmé sa pleine solidarité avec les Émirats arabes unis et a rejeté toute action visant les navires et les infrastructures civiles ou menaçant la sécurité de la navigation dans la région. On passe au Liban où des troupes israéliennes ont pénétré dans la nuit dans un village du sud du Liban récemment passé sous le contrôle de l'armée libanaise et y ont érigé un remblai de terre selon un média d'État libanais et le maire de la localité. L'armée s'était déployée en juillet dans cette première zone pilote dont les abords avaient été évacués par Israël conformément à un accord cadre signé fin juin entre le Liban et Israël sous parrainage américain. Les autorités libanaises ont arrêté un ancien officier de l'armée syrienne visé par un mandat d'arrêt émis par Damas qui l'accuse de meurtre et crimes contre l'humanité selon une source judiciaire. Adel Aïssa, âgé de 67 ans, ancien officier de la 17e brigade de l'armée syrienne durant le règne de Bachar al-Assad, s'était rendu vendredi à l'ambassade de Syrie à Beyrouth pour y effectuer des démarches administratives. Le mouvement palestinien Hamas a déclaré samedi qu'il restait prêt à mettre en œuvre le plan de paix pour Gaza soutenu par les États-Unis, appelant à faire pression sur Israël qui n'a pas accepté la dernière feuille de route. Celle-ci récemment annoncée par le président américain Donald Trump porte sur la deuxième phase du plan et lie le désarmement du Hamas à un retrait progressif des troupes israéliennes du territoire palestinien. Trump avait salué la semaine dernière l'acceptation par le Hamas de son désarmement dans le cadre du plan parallèlement à un retrait progressif d'Israël de Gaza. De retour sur le plateau et notre dernière nouvelle ou le débat donc de cette édition des coulisses du Moyen-Orient et il s'agit de cette nouvelle découverte archéologique, la mission archéologique égyptienne relevant du Conseil suprême des Antiquités a mis au jour dans la zone archéologique de Koum al-Khulgen dans le gouvernorat de Qahliya une nécropole dont les origines remontent à l'époque pré-dynastique et dont l'utilisation s'est poursuivie jusqu'au
période grecque et romaine, ainsi qu'une zone d'habitat datant de la deuxième période intermédiaire. Pour parler davantage de ce sujet donc très intéressant, on a en ligne Dr Mohamed Qoutb, expert en tourisme. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc, les découvertes en Haute-Égypte, à Luxor, à Assouan, à Ménia par exemple, à Soheg et à Assiout sont très fréquentes, mais on parle, on ne fait pas beaucoup de découvertes dans la basse Égypte, dans la région du delta du Nil. Alors, je voudrais savoir premièrement, pourquoi il n'y a pas beaucoup de découvertes dans le delta du Nil, et deuxièmement, l'importance de cette nouvelle découverte dans le gouvernorat de Dokorliya. Spécialement pour la première partie, encore on n'a pas des grandes découvertes au delta. Ça c'est normal. Depuis l'histoire de l'Égypte, oui. L'Égypte a été divisée en deux parties, Haute-Égypte et Basse-Égypte. Basse-Égypte, c'est la partie du delta, et toujours, c'était occupé par des gens qui travaillent facilement, cultivaient leurs champs, mais leur relation, elle était entourée ou bien sûr attachée avec la capitale de l'Égypte. Oui. Dans l'Ancien Empire, la capitale de l'Égypte, elle était Memphis, au sud du Caire. Et après, elle était changée vers Ouasset ou Luxor, ou Thèbes, on peut dire. Oui. D'accord. Donc, le changement des peuples de l'Égypte d'être toujours, ou l'intérêt toujours, d'être concentré tout autour, ou bien sûr attaché tout autour du capitale de l'Égypte. Oui. C'est pas un signe qu'il n'y a pas d'autres habitants ou des gens qui habitent loin du capitale, s'il y a, mais quand même, imagine, pour les découvertes par exemple, ou pour les archéologues, ou pour les gens qui cherchent de faire des fouilles, c'est plus facile pour eux toujours de fouiller près de la capitale de l'Égypte de l'époque, pas loin. Donc il n'y a pas un grand intérêt. Et avec le temps, toujours le delta de Nil, elle est très connue par la terre fertile, par toujours les récoltes, et juste après l'époque de Mohamed Ali, par exemple, l'Égypte moderne, avec le changement de niveau de l'eau de Nil sur le delta, donc la terre monte encore une fois, terre noire, fertile, et donc elle est devenue, on peut dire, comité ou un endroit concentré sur tout ce qui est verdure, tout ce qui est récolte et tout ça. Mais archéologiquement, il était un peu oublié, sauf quelques petits coins comme ça, dans quelques gouvernorats. Toujours, il y a des fouilles, il y a des endroits très connus, par exemple comme Dakhla maintenant, comme par exemple à l'ouest. Et il y a aussi des trésors très connus qui ont été donc tirés de la région du delta, comme les trésors de Tanis, San al-Hagar. Voilà, Tanis, voilà, c'est très connu par exemple Tanis, comme avec toujours, mais attention à quelque chose de très important. Tanis comme endroit, elle est très toujours, les gens maintenant ils spotent sur Tanis à cause de Ramsès II, parce que son capitale, lui à son époque, il a construit capitale près de Tanis qui s'appelle Biramsès. Donc il a laissé pas mal de traces de là-bas, même il a déplacé des temples. Et on a trouvé pas mal des endroits toujours, ou des constructions, des pièces toujours de l'époque de Ramsès II là-bas. Donc ça, il a obligé les gens de spotter sur ce site-là et fouiller là-bas. Mais si on fouille, si on a la possibilité toujours de fouiller dans le delta tout entier, on va trouver d'autres choses. Oui, bien sûr. Et concernant donc cette nouvelle découverte, quelle est son importance scientifique ? Cette importance-là, c'est une période presque sombre pour nous. Oui. On parle sur la période pré-dynastique. Attention à quelque chose de très important, l'histoire de l'Égypte, il commence après la découverte de l'écriture égyptienne, les hiéroglyphes. Donc on peut raconter nos histoires, on peut laisser nos traces, on peut laisser des textes qui parlent qu'est-ce qu'ils font, comment c'est dirigé, leurs travaux, comment ça se passe et tout ça. Mais la partie pré-dynastique, il n'y a pas d'écriture. Oui. On n'a jamais trouvé des textes qui racontent cette histoire. Donc cette période dans l'histoire de l'Égypte, c'est presque sombre pour nous les égyptologues. Donc on cherche, si on trouve quelque chose
découvrir 100%. Ça va être complètement de nouveauté pour nous, parce qu'on ne sait pas grand-chose sur cette période. On a trouvé quelques fragments, on a trouvé des ostraca, on a trouvé des traces des anciennes maisons, mais on n'a rien trouvé de documents qui parlent sur cette période, comment elle était dirigée. Oui, pour donc comprendre un peu donc le terme, la période pré-dynastique, est-ce que ça veut dire donc la période qui est avant les 30 avant familles, l'histoire écrite, avant les familles pharaoniques. Les 30 exactement. familles pharaoniques qui ont régné donc sur l'Égypte. Oui, avant cette période. Même avant la construction des pyramides. Imaginez par exemple, c'est quelque chose de très vieux, très ancien. Donc c'est une période avant l'histoire connue sur les pharaons et leur découverte, leur construction sur le Caire, autour du Caire, et même avant Memphis peut-être. Et peut-être avant donc les découvertes qui ont les premières découvertes à Assiout qui ont révélé donc la première vie de l'Égypte antique. Assiout au sud, d'accord, et en parallèle avec le delta, on a trouvé pas mal des endroits à Assiout qui datent de l'époque toujours pré-dynastique, avant l'histoire, parce qu'on n'a pas trouvé toujours des textes, ou bien sûr, le type de ces découvertes-là, ça veut dire qu'il y avait toujours des habitants, même au sud de l'Égypte. Donc si on trouve, la majorité toujours, elle trouve des choses, on peut dire, de l'histoire connue, depuis la famille 1 jusqu'à la famille 30. Même à l'époque, par exemple, gréco-romain, après l'époque pharaonique. On a trouvé pas mal de pièces comme ça. Mais la période sombre pour nous, pas connue, on ne connaît pas grand-chose, c'est la partie pré-dynastique parce qu'il n'y a pas de textes, il n'y a pas d'écriture. Il laisse des traces de gauche à droite, mais toujours c'est complètement différent. Oui. Docteur Mohamed Qutb, qu'est-ce que cette nécropole, donc cette nouvelle découverte peut nous révéler sur la vie des populations du delta du Nil à cette période? Si on trouve nécropole, ça veut dire qu'il y a de logements, il y a des habitants. Oui. Et s'il y a des habitants, donc ils font quelque chose. Il y a toujours des commerces, il y a des marchés, il y a des vies, il y a des récoltes à récolter, il y a terrain, il y a toujours quelque chose, il y a un mouvement. Donc si on trouve nécropole, ça veut dire qu'il faut fouiller de plus pour savoir comment ces gens-là, bien sûr de choisir les tombeaux, les nécropoles à côté de nos maisons, donc il faut fouiller pour trouver. Ils ont trouvé déjà les sous-bassements et bien sûr les traces des anciennes maisons de l'époque, et peut-être si on fouille encore, on peut savoir plus en plus sur la vie toujours de ces gens-là, cette époque-là, qu'est-ce qu'ils font comme commerce, qu'est-ce qu'ils font les relations entre ces gens-là. Comme j'ai déjà expliqué, on a une même période et même trace qu'on a trouvé à Assiout. Ça veut dire qu'il y avait des relations entre ces gens-là. Une relation entre le delta du Nil et la Haute-Égypte. Oui. Exactement. C'est le même pays, c'est la même zone, c'est le même Nil qui traverse les deux. Donc, sûr et certain, il y avait des relations, il y avait des commerçants, il y a des gens qui naviguent sur le Nil, par exemple, pour faire des commerces au sud, au nord, ou à travers le sud et le nord. Est-ce qu'il y avait toujours des guerres entre les deux parties? Est-ce qu'il y avait toujours des relations normales? Voilà. Ça, il nous aide à découvrir une période dans l'histoire de l'Égypte inconnue pour nous. Oui, et est-ce que selon vous, il y a des caractéristiques où il y a une différence entre les trésors et les découvertes faites en Haute-Égypte et donc cette nécropole ou les découvertes qu'on fait dans le delta du Nil? Il y a des différences ou quelques caractéristiques qui diffèrent d'une région à l'autre? Oui, c'est normal parce que le climat c'est pas la même chose, leur méthode de vie c'est pas la même chose, c'est les peuples même. Par exemple, quand on parle sur le sud, par exemple, c'est très chaud, il y a plus de pierres, il y a plus de civilisation concentrée ou durée, par exemple, ou basée sur les pierres dures, mais au delta, il n'y a pas des pierres dures, il n'y a pas que le calcaire dans quelques coins. Oui. Donc ils ont utilisé, et ça on le voit toujours dans cette découverte-là, que les fondations totales, même la cimetière nécropole tout entier, elle était faite en briques crues. Ça, c'est la matière première qui se trouve au delta. Donc, il y a un changement. Il y a toujours quelque chose de différent entre le nord et le sud de l'Égypte. Au moins, les matières utilisées, les pierres utilisées, c'est pas la même chose.
Par exemple, au sud, il y a plus de granit, il y a plus de calcaire, il y a plus de basalte, les pierres volcaneuses, mais au delta, il y a moins de ces pierres-là, donc c'est des briques crues, c'est des tombeaux creusés dans le masse rocheux directement, les décorations même, on trouve par exemple pour les décorations, les animaux qui se trouvent au sud, c'est pas les mêmes animaux qui se trouvent au delta, au nord, le climat au nord, c'est pas la même chose, au nord par exemple, il touche dans les saisons de pluie, il y a des pluies, mais au sud on n'a jamais trouvé des pluies, ou les traces des pluies, donc c'est complètement différent, et ça va être un type complètement différent sur les découvertes qu'on trouve au sud de l'île. Et ça va bien sûr nous donner quelques détails sur la mode de vie des Égyptiens, des anciens Égyptiens dans cette région du delta du Nil. Exactement, sûr et certain, il y avait toujours des relations, il y avait des familles, il y avait toujours un système de mariage complètement différent. Par exemple, les enfants, leurs jeux, leur école, leur éducation, comment ça se passe. Il y a beaucoup de choses à savoir avec cette découverte-là, spécialement pour le côté de Delta. Oui, alors ma dernière question, docteur Mohamed Qutb, quelles sont vos prévisions pour les fouilles dans cette région du delta du Nil? Qu'est-ce que ces fouilles vont nous révéler dans les prochains jours? Dans les prochains jours, si on continue de fouiller, sûr et certain, on va trouver on peut dire, je n'aime pas être pessimiste ou optimiste par exemple, mais on peut trouver par exemple le quartier complet avec les traces des maisons, et dans les maisons, sûr et certain, ils ont déjà trouvé par exemple de l'époque sur le même site, d'accord, que le même site il était occupé jusqu'à l'époque gréco-romaine, mais quand même, si on continue de fouiller, peut-être on trouve encore d'autres maisons qui datent de l'époque prédynastique, et ça, il va nous aider toujours. Peut-être on trouve par exemple les outils utilisés. Les outils utilisés, c'est pas des métaux, c'est toujours des outils faits avec des silex, avec des pierres, des choses comme ça. Peut-être on trouve par exemple leur par exemple. Peut-être on peut trouver des papyrus par exemple qui nous... Je pense qu'on n'a jamais trouvé des papyrus de l'époque prédynastique. Peut-être le papyrus c'était toujours de l'époque, parce que pour trouver le papyrus ou pour chercher toujours de faire ou fabriquer des papiers, ça veut dire il faut écrire quelque chose. Oui. Ce qu'on a trouvé dans l'époque prédynastique, c'est que des reliefs et des dessins dessinés sur des ostrakas, ça veut dire des pièces des pièces de pierre, ou de poterie, par exemple, c'est ça qu'on a trouvé. C'est que des dessins. Leur explication, leur façon de se contacter à travers les dessins. Exactement. Alors, docteur Mohamed Qutb, expert en tourisme, merci beaucoup pour toutes ces informations et votre intervention. Passez une excellente journée, et c'est ainsi, mesdames et messieurs, que prend fin cette édition des coulisses du Moyen-Orient. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NAL TV International. Dans quelques instants, les programmes en langue anglaise prennent le relais.